Situé entre Cannes et Antibes, Valoris-Golfe-Juan est composé de deux quartiers bien distincts. Comme beaucoup d'autres communes du littoral sur la Côte d'Azur, la culture des fleurs et de l'oranger y était très répandue après-guerre. Aujourd'hui encore, le Nérolium, la coopérative agricole, propose les confitures et l'eau de fleurs d'oranger du pays. Côté mer, Golfe-Juan est connu pour sa station balnéaire et le débarquement de Napoléon à son retour de l'île d'Elbe. Mais ce qui fait la spécificité de Valoris, à l'abri derrière sa colline, dans une cuvette, c'est la poterie. Si la cité ressemble plus à une commune industrielle qu'à l'imagerie traditionnelle provençale, c'est que depuis l'Antiquité, la présence d'une terre réfractaire à proximité a permis le développement de la poterie culinaire qui s'exportait dans toute l'Europe avant l'arrivée après-guerre des casseroles en inox et autres cocottes minutes. C'est en 1919 que plusieurs fabricants de Valoris s'unissent pour créer une usine de traitement de la terre que l'on connaît encore aujourd'hui sous le nom de l'Union. Argile rouge ou argile blanche, la terre provient à l'époque de différentes galeries exploitées sur le territoire de ce qui deviendra plus tard Sophia Antipolis. Avant d'être utilisée par les potiers, l'argile nécessite toute une série de préparations. Il faut d'abord broyer et mélanger les différentes matières premières avec de l'eau dans de grands cylindres remplis de galets et dont l'intérieur est recouvert de pavés. Une opération qui dure au total 8 heures. Il en sortira une boue d'argile liquide, la barbotine, qu'il faut encore filtrer pendant 6 heures dans de grands filtres presse pour obtenir les galettes d'argile. Après passage dans une désaéreuse, les boudins d'argile seront enfin prêts à l'emploi. Près de 20 références différentes sont proposées aujourd'hui aux céramistes. Traditionnellement, la production de Valoris est orientée sur la faïence, plus fragile mais moins onéreuse que le grès et la porcelaine. Avec les nouvelles demandes, l'usine de l'Union s'est mise à proposer également du grès, dont les argiles se vitrifient vers 1300 degrés, soit 300 degrés de plus que la faïence, et qui nécessite non plus un four électrique, mais un four à gaz. De même, on trouve également pour la fabrication de la porcelaine du kaolin, une argile blanche issue de feldspath encore plus décomposée que le grès et qui demande une cuisson encore plus élevée. L'argile traditionnelle de Valoris est toujours très demandée, mais comme depuis la création de Sophia Antipolis, il est interdit de l'exploiter, il a fallu la recréer. Au niveau des confections en formule, on a réussi à avoir en matière première l'équivalent de la terre de Valoris. En prenant plusieurs argiles de différents points de France pour avoir exactement la même formule. Zircone d'Australie, cobalt d'Europe de l'Est, carbonate de barium de Chine, acide borique d'Italie, borax des USA. Qu'il s'agisse de l'émail d'une œuvre d'art ou du carrelage de votre salle de bain, tout commence par un mélange de matières en provenance de différents continents. Les émaux sont en fait une sorte de poudre de verre colorée qui, après cuisson, recouvrira les pièces en terre d'une couche vitreuse imperméable. La base de l'émail est donc un verre, mélange de silice et de soude qui est éclaté en le coulant directement dans l'eau. C'est ce que l'on appelle la frite, qui va constituer la structure de l'émail. En fonction des composants, on peut obtenir 150 frites différentes. Après 2h30 de cuisson des ingrédients à 1300 degrés, c'est l'heure de la couler. Les émaux sont ensuite constitués d'assemblages de plusieurs frites avec un colorant, un suspensif et un agent d'encollage qui permettra de récupérer la pièce sèche tout de suite après trempage dans le bain d'émail avant de la passer au four. Quant aux colorants, ils sont fabriqués sur place par assemblage d'oxydes métalliques et d'additifs qui sont passés au four avant d'être préconcassés par des meules identiques à celles des moulins à huile. Tous les ingrédients du futur émail vont être broyés à l'eau dans des broyeurs plus ou moins grands en fonction de la quantité demandée par les clients. Les caractéristiques des émaux doivent être très précises pour s'accorder pleinement avec la terre sur laquelle ils seront appliqués. Ils doivent avoir le même coefficient de dilatation pour travailler en même temps que la terre à la cuisson et éviter le tressaillage, le craquellement de l'émail qui peut rendre poreux la céramique. Après la mise au point d'émaux sans plomb pour la céramique alimentaire,
la recherche s'oriente maintenant vers un émail standard qui se comporterait idéalement sur un maximum de terre et de cuissons différentes. Les établissements Lospié sont une très vieille affaire familiale qui a environ 108 ans. Elle a effectivement 108 ans au mois de juin l'année prochaine. Elle est toujours restée dans la famille, elle est toujours française et c'est une petite usine qui sur le marché représente à la fois la qualité, la fiabilité du produit, mais surtout qui est axée sur des fabrications complexes et sur les petites fabrications à la demande, uniquement. On est vraisemblablement plus cher que les autres, mais on fabrique des choses que les autres refuseraient totalement de fabriquer à cause d'un prix de revient exorbitant pour les petites quantités que ça représente. On a une possibilité de fabrication sur commande d'environ 2000-2500 références. Mais on a plus de 10 000 formules en possibilité incarnées. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il a fallu s'adapter aux variations de matières premières pour faire de la mise au point, des matières premières naturelles qui ont disparu. Et puis il y a eu le boom des émaux sans plomb qui date d'environ des années 75 à peu près, où la législation ayant un petit peu changé, on a été obligé de s'adapter, surtout aux produits culinaires. En jouant sur les différentes qualités des émaux et sur leur température de fusion, on peut par exemple obtenir des coulures. Et ces dernières années, des émaux ont été fabriqués avec différentes matières, comme de la pyrite, pour obtenir un effet moucheté en une seule cuisson. Avec l'évolution des modes et des demandes, les laboratoires ne sont pas près d'arrêter de nous concocter de nouvelles recettes. La présence d'une terre réfractaire dans la région de Vallauris a naturellement conduit à la fabrication de poteries culinaires. Le démarrage d'une production significative se fait au XVIIe siècle lorsque les moines de Lérins refondent le village avec des familles ligures possédant un savoir-faire dans le domaine de la poterie. Le XVIIIe siècle invente le décor jaspé, fait avec des giclures d'engobe, des argiles liquides de différentes couleurs. C'est avec le chemin de fer que l'expansion s'accélère. On passe de 40 potiers à la Révolution à plus de 50 fabriques un siècle plus tard. On exporte en Europe, en Afrique et en Amérique. Dans les années 20, les fabriques se regroupent, la commercialisation s'organise. Mais c'est déjà la fin de la terraille. Malgré un sursaut pendant la Deuxième Guerre, par manque de métaux, la poterie culinaire est remplacée par la fonte et l'aluminium. Les pignates laissent place à la céramique décorative et de création. En 1862, l'arrivée du chemin de fer va précipiter l'apparition de la céramique décorative à Vallauris. D'Angleterre, d'Allemagne et de Russie, l'aristocratie vient hiverner sur la Côte d'Azur. Et les frères Jérôme et Clément Massier vont vite comprendre l'intérêt qu'il y a à fournir toute cette belle société en pièces décoratives. On trouve aujourd'hui au Château-Musée de Vallauris tout ce qui a fait le succès des entreprises Massier. Lorsque Clément Massier s'installe à Golfe-Juan pour être plus près de la gare et de la station balnéaire en 1883, il ouvre aussi des boutiques à Paris. Ses clients s'appellent Zola, Victor Hugo, George Sand, Charles Gounod, Frédéric Mistral, Reine Victoria ou roi de Suède. Or assyrien, rouge flamme ou bleu de Pan, Clément effectue de nombreuses recherches sur les émaux pour obtenir des couleurs inégalées. Il s'intéresse aux reflets métalliques, qui représentent le nec plus ultra de la production, même si ce sont surtout des objets plus communs qui le font vivre. L'art nouveau est en pleine expansion. La céramique décorative, une nécessité pour meubler les riches villas qui se construisent. En 1897, Clément emploie 64 personnes. Son frère Delphin, 77. Leur cousin Jérôme, 52. Leur somptueuse villa à Vallauris étale des richesses dont les restes témoignent encore du faste qu'elle déployait. Les Massier étaient potiers de père en fils, et déjà connus pour leur production bleu turquoise, où l'on retrouve l'exubérance et la diversité des formes en vogue à l'époque. Et comme dans toute aventure, les débuts ont été laborieux, comme le racontait la fille de Clément Massier à Anne-Marie Moreau. La grand-mère de Clément Massier, donc son arrière-grand-mère, allait à Grasse, sur les alambics, gratter l'oxyde de cuivre pour faire des préparations. Et c'est de là donc ils ont découvert, qu'on a fait les premiers turquoises. D'où l'engouement des turquoises avec les grenouilles, avec les balustres, avec les cabochons qu'on trouve sur les maisons de la côte. Je pense que ça a été le début, la diversification, donc le début de la céramique d'art, si on peut dire.
Delphin Massier meurt en 1907, son frère Clément en 1911. La Première Guerre mondiale met un terme à une production passée de mode. Un musée privé, tenu par les héritiers, fonctionne jusque dans les années 1980. Un luxe que les successeurs n'ont pas pu se permettre, même si leur volonté de maintenir le patrimoine demeure. L'expérience des Massier inspire Jean Gaziello. Jean Barol s'installe en 1913 avec une production art déco fort intéressante. Avec ses amis Alexandre, Karl, Sicard, il participe à l'atelier Bach. Tous disparaissent avec la crise de 1929. En 1930, un ancien ouvrier de chez Massier, Jean Gerbineau, qui est passé par l'Algérie, et la famille Pichon, qui pratique la technique des terres mêlées ou du nériage à Uzès, dépose un brevet de fabrication pour les céramiques mosaïques de terre colorée, dont le secret demeure 5 générations plus tard. De nombreux collègues s'y sont intéressés, ont essayé de comprendre comment c'était réalisé, ont essayé d'acquérir les tours de main nécessaires à la réalisation des mosaïques. Et puis ça s'est progressivement éteint. Et à l'heure actuelle, plus personne, à ma connaissance, plus personne à Valoris n'essaye d'en faire. Chaque céramiste qui s'est succédé dans la dynastie Gerbineau a apporté sa patte, soit par l'introduction de décors. Je pense par exemple à Ange Capral, Gerbineau III, qui a introduit en particulier des oiseaux dans les décors. À mon niveau, c'est plutôt mon côté, ma formation d'ingénieur qui est intervenue, et dans les pièces uniques, où je fais beaucoup de pièces très géométriques, très architecturées, c'est à ce niveau-là. En 1946, à plus de 65 ans, Pablo Picasso arrive à Valoris. À l'époque, il s'intéresse à la gravure, à la linogravure et à la céramique. Arrivés 10 ans plus tôt, Suzanne et Georges Ramier dirigent l'atelier Madura et acceptent de le recevoir. Picasso décide alors de s'installer à Valoris. Il y restera jusqu'à son départ pour Cannes en 1955. Dans son atelier du Fournasse, il peint et il sculpte. Chez Madura, il peint les vases et les assiettes fournis par l'atelier ou indique à son tourneur, Jules Agar, les formes qu'il souhaite voir monter. Petit à petit, il en vient à imaginer des pièces qui pourront être reproduites. Ce sont les éditions Picasso que l'atelier éditera jusqu'il y a 2 ans. La présence de Picasso va lancer le nom de Valoris à travers le monde et attirer sur place artistes, show business et curieux. Le village va apprendre à apprécier ce citoyen un peu particulier. Les années 50 représentent pour Valoris une période mythique. De nombreux céramistes s'y installent, avant et après l'arrivée de Picasso. Le contexte économique est favorable à l'expansion de la céramique. Le milieu artistique est stimulant. 50 ans plus tard, alors que certains d'entre eux travaillent toujours, on les retrouve au musée de la céramique, dans le château-musée de Valoris. Roger Capron, Robert Picot, Jean Derval et Gilbert Valentin côtoient Suzanne Ramier, Isabelle Ferlet et Frédéric Bourguet. À quelques pas du musée, Gilbert Portanier continue de travailler dans son jardin. Des sortes de totems en céramique jouent avec la végétation. Ses œuvres s'amusent avec la lumière. Depuis longtemps, Gilbert Portanier a adopté la technique des majoliques, un décor peint à l'oxyde et recouvert d'une glaçure fixée en une seule cuisson. Le support est la plupart du temps en grès, parfois recouvert d'une engobe de porcelaine avant d'être peint. Né en 1926 à Cannes, Gilbert Portanier étudie à l'École des Beaux-Arts de Paris entre 1945 et 1948 avant d'envisager de redescendre dans le sud. Quand je suis venu, j'ai trouvé un petit village avec tout ce que ça suppose de rudesse, de rapport avec la terre, pas seulement la terre qu'on tourne, mais avec la terre tout court, avec les choses, avec les outils. Alors que j'avais plutôt fait des études de peinture, d'architecture, des choses comme ça, mais où je n'étais pas en contact avec la matière. Et ce contact avec la matière m'a ému très profondément, m'a frappé. Et
j'ai ressenti le désir de m'incruster quelque temps ici, et je me suis tellement bien incrusté que j'y suis encore. Voilà. Je travaille dans cette poterie qui date du siècle dernier, et dans laquelle je retrouve l'esprit de tous ceux qui ont travaillé là avec amour, avec passion, ou simplement parce que c'était comme ça, ils étaient nés dedans et ils travaillaient ici. Et je ne sais pas, c'est quelque chose qui a à voir avec l'amour. Voilà. Les années 50 sont souvent présentées comme un âge d'or pour Vallauris, une notion somme toute relative. L'âge d'or de Vallauris, c'était un âge d'or, non pas de Vallauris, mais disons des petites entreprises, du commerce, de la poterie, parce qu'il y a eu une époque où les gens vendaient tout ce qu'ils faisaient. On sortait les fours de force alors qu'ils étaient encore tout chauds parce qu'il y avait une énorme demande. Mais pour moi, c'est pas l'âge d'or. Tout d'abord, pour moi, c'était pas l'âge d'or parce que j'ai eu des débuts, comme pas mal de mes confrères, très difficiles à partir du moment où on travaillait dans une certaine direction. On ne participait plus du tout à cet âge d'or. Pour moi, l'âge d'or, c'est maintenant. Donc ça n'a pas de signification. C'est l'âge d'or de l'un, c'est pas l'âge d'or de l'autre. Le monde entier s'est modifié. Hein. Les rapports entre les humains ne sont plus les mêmes dans nos pays qu'ils étaient il y a 40 ans. Eh bien, Vallauris n'a pas échappé à cette orientation. Mais ceci dit, je trouve encore dans Vallauris un certain côté artisanal, profondément attaché à la terre, si vous voulez, une espèce de fraternité, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir entre des gens qui pratiquent le même métier. Mais néanmoins, nous savons que nous manipulons tous la même chose. C'est toujours ce vieux matériau qui est la terre que l'on utilise et qui vous relie profondément dans une espèce de vérité. La peinture est, en quelque sorte, c'est peut-être plus intellectuel, plus abstrait. On est plus... on flotte, si vous voulez, en quelque sorte, dans le domaine de l'imagination, de la pensée. Mais on n'a pas beaucoup de racines, on n'est pas très ancré sur la terre. Et avec la céramique, vous êtes ancré, vous êtes dans quelque chose de solide, de matériel, de physique. Et c'est ce qui m'a attiré tout de suite, c'est ce qui m'a envoûté. Au départ, je pensais que c'était une petite digression, disons, dans ma vie, et que je retournerais à la peinture bien tranquillement. Et puis, en définitive, je suis resté à la céramique, je ne suis plus jamais retourné à la peinture. Et je ne le regrette pas, parce que la céramique m'a donné autant que je lui ai apporté, quoi. Ou au contraire. Dès le début de l'engouement pour la céramique dans les années 50, à part quelques créateurs comme Roger Capron ou Robert Picot qui touchent à la production en série, la fabrication en usine évolue indépendamment de la création. De 1955 à 1965, c'est le bicolore qui prévaut. Les lignes de l'époque sont caractéristiques, la production est intensive. On la désigne encore sur les marchés aux puces comme du Vallauris. Petit à petit, les émaux se mettent à couler. Et parallèlement à la disparition progressive du bicolore, le flammé ou le coulé fait son apparition pour le plus grand bonheur des amateurs de kitsch. La fin des années 70 voit apparaître le faux grès, accusé aujourd'hui de tirer vers le bas la production en série. De fait, on voit se côtoyer le pire comme le meilleur. Avec le retour aux valeurs traditionnelles, la terre vernissée refait une apparition. Gageons qu'elle prendra une importance croissante dans les années à venir. Comme Madura avait accueilli Picasso et édité ses œuvres, la galerie s'assimile ici poursuit aujourd'hui la tradition, en accueillant les artistes qui désirent s'initier à la céramique. Quand la reproduction des œuvres réalisées pendant la résidence de création à la galerie est possible, des éditions sont exécutées, comme ici avec Bon Compin. La galerie expose régulièrement divers céramistes, qu'ils soient de Vallauris ou d'ailleurs, afin de faire découvrir leur travail ou d'en faire connaître les dernières évolutions.
Autre lieu d'exposition permanente, le local de l'AVEC, l'association valorienne d'expansion de la céramique, présente 24 créateurs installés à Vallauris qui font aussi bien des pièces uniques que du travail en série. On y retrouve ceux qui font partie de l'histoire de l'art et sont déjà au musée, mais aussi des créateurs installés plus récemment. Le mode de financement de l'association est resté le même depuis l'origine, grâce à la vente d'affiches numérotées de Picasso tirées des linographies effectuées chez l'imprimeur Arnera à Vallauris. Ah, bon, allez, je vais mettre ma casquette de peintre. Enfin, si on peut appeler ça une casquette, c'est plutôt une blouse. Pas très élégante, mais voilà. Puisque vous voulez me voir en train de peindre, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah. Oui, ça, je suis en train d'essayer de faire des abstraits, mais je peins mes abstraits comme je peins mes figuratifs. Voilà. Alors. Oui, c'est soi-disant ça. J'ai trouvé après. Hein. C'est pas au départ, je me suis pas dit je vais faire une naissance de galaxie. Ben, je l'appelle naissance de galaxie, mais. Enfin, c'est ce que vous voulez. En réalité, c'est à cause de Cocteau et de Picasso qui faisaient de la céramique. J'ai décidé de faire de la poterie, comme eux. Mais j'ai mis 10 ans avant d'oser commencer. J'avais peur de me prouver que je ne saurais pas. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, je suis trop bête, je vais aller à Vallauris, chez un marchand de terre, et je vais acheter de la terre, et demain, je commence la poterie. Le marchand de terre est resté ahuri, il m'a dit, mais je ne savais pas que vous faisiez de la poterie. J'ai dit, je n'en fais pas, mais je commence demain. Alors il a ri, et moi aussi, et il m'a dit, il faudrait peut-être que vous preniez des leçons avec quelqu'un. Alors il m'a présenté Monsieur Pascali, Jo Pascali. Je lui ai demandé si il souhaitait que j'aille dans son atelier ou bien venir chez moi. Il m'a dit, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? J'ai dit, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Et il m'a promis de venir. Mais comme j'étais acteur, ça l'a intimidé. Il n'a pas osé venir. Et c'est sa femme qui lui a dit, tu as promis, tu dois y aller. On est devenus très vite amis et il venait souvent dîner à la maison. Et avant dîner, Monsieur Pascali m'apprenait à tourner. Et au bout de 6 mois, Madame Pascali, ben on était devenus très amis. Et Madame Pascali m'a dit, écoute, ce que tu fais ne ressemble pas à ce que font les autres, pourquoi on n'ouvrirait pas une boutique? Et j'ai dit chiche. Et on a ouvert une boutique, c'était en 1975. Bon, alors on a descendu tout ce que j'avais fait, les choses les plus horribles, mais il fallait remplir la boutique. Et alors, Madame Pascali m'a dit, tu vois, tout se vend. Alors, ne te fais pas de bile, fais ce que tu as envie de faire, et voilà. Et alors, ils ont été extraordinaires pour moi parce qu'ils me laissaient faire ce que j'avais envie de faire. Et quand c'était un moulable, on ne moulait pas les pièces. Quand c'était moulable, on les moulait et on les reproduisait. Si bien que la boutique a marché tout de suite très très bien. Comment ça s'est passé, on va dire, l'intégration dans le milieu de la poterie à Vallauris? Au début, ils ne m'ont pas pris au sérieux du tout, mais comme ils voyaient que je n'étais pas quelqu'un de prétentieux ni emmerdant, ils m'ont adopté, et moi je les ai adoptés. D'ailleurs, une des choses qui m'a le plus ému, c'est à mes 80 ans,
je jouais à Paris Les Monstres Sacrés avec Michel Morgan, et là, j'ai reçu 80 roses de tous les potiers de Vallauris. Ça m'a beaucoup touché.